Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Le 9 novembre, 16 novembre et 25 novembre, 3 jeudis de suite. Donc la Arvana Thielethen, accompagnée notamment de Fonds National et puis Michelet et puis plusieurs villes qui juxtaposent notamment Arvana Thielethen. 3 jours de mobilisation, 3 jours de grève, notamment pour ces habitants, ces Algériens et ces Algériennes dans cette région notamment où on se souvient pendant l'été de 2021, des feux ont ravagé donc une grande partie de cette région, la Kabylie, près de 250 personnes ont perdu la vie, une faune, une flore. Malheureusement, les choses se sont réitérées en 2022 et lors de cet été 2023, selon les chiffres officiels, c'est pas loin d'une quarantaine de personnes qui ont perdu la vie. On se souvient qu'en 2021, donc le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, a attendu pratiquement 5-6 jours avant d'accepter l'aide de Emmanuel Macron, à savoir 2 Canadaires qui d'ailleurs ont atterri à Béjaïa, le président qui a attendu plusieurs jours avant d'accepter l'aide de plusieurs pays, ce qui a malheureusement permis donc de ne pas limiter les dégâts humains, matériels, sans compter l'environnement avec une faune et une flore qui a été ravagée. Depuis, bien évidemment, lors de cet été, du moins donc 48 heures à peine après donc le lynchage et l'assassinat de Jamel Ben Smaïn, paix à son âme, c'est ce jeune artiste, poète algérois qui s'est dirigé vers la Kabylie pour aider ses frères et sœurs, d'ailleurs comme toute une série de wilayas qui ont convergé vers les régions touchées lors de cet été 2021. Donc le lynchage, l'assassinat que nous dénonçons, que nous condamnons bien évidemment ce soir. Il est hors de question de justifier cet acte sans nom. Nous allons revenir notamment sur cet été avec le procès donc de cet assassinat de Jamel Ben Smaïn. C'était le 23 octobre dernier 2023, donc un peu plus de 2 ans après. Le tribunal criminel d'appel, cour d'Alger au sein de la capitale dans cette affaire, donc 38 accusés condamnés pour homicide volontaire avec préméditation, torture et incitation à la torture, mise à feu volontaire, donc ayant entraîné la mort notamment de Jamel Ben Smaïn et puis aussi des accusés apparemment donc inculpés et qui ont causé plusieurs feux. 6 accusés ont été condamnés à une peine de 20 ans de prison et 23 autres à une peine de prison allant de 3 ans à 10 ans. Des peines et des sentences incomprises, un peuple en colère, toute une région en colère contre le régime et sa justice. La mobilisation continue et ce soir nous allons revenir notamment quelques mots avec nos invités sur cette enquête, ou une enquête qui a manqué de visibilité au sein des médias. Aucun avocat s'est exprimé, aucune information, une enquête qui a été très très secrète aussi bien au sein des médias, je vous disais, qu'au sein de l'Assemblée nationale. Un verdict donc qui est tombé. On revient sur cette mobilisation qui continue encore et encore. Il faut savoir que la veille de ces mobilisations, les forces de l'ordre se sont mobilisées pour aller à la rencontre des commerçants en leur demandant tout simplement de ne pas faire grève sous peine qu'on leur retire notamment leur droit à exercer. Avec nous pour en parler sans plus tarder, Hassan Herej, bonsoir, analyste politique, vous êtes docteur en sciences économiques et écrivain. Je rappelle que votre dernier bouquin, Hommage à Slimane Azem, est toujours disponible. Hassan Herej, bonsoir. Bonsoir Shaban, merci pour l'invitation. Bonsoir Aïssa, je suis content de l'avoir avec moi sur le plateau. Bonsoir à votre équipe et à tous les téléspectateurs. Vous l'avez présenté, donc Maître Aïssa Rahmoun est avec nous, vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Maître Rahmoun, bonsoir. Bonsoir Shaban, bonsoir à notre aîné Hassan, Zulfileh. C'est toujours un plaisir de partager avec toi, bien sûr, et avec Shaban, des moments d'échange, d'informations, d'analyse, mais aussi de points de vue, mais de position aussi. Et Azul à tous les téléspectateurs de Maralebia, particulièrement les citoyens de l'Arvana Thielethen.
Merci, on en parle ce soir. Alors, on en parlait avec vous demain tout à l'heure. Vous l'avez connu. Vous souhaitiez aussi, vous l'avez fait sur vos réseaux sociaux, mais vous souhaitiez aussi dire deux mots sur le regretté, paix à son âme, le Moudjahid Mouhoub Naït Maouch, qui nous a quittés donc il y a 48 heures maintenant, à l'âge de 83 ans. Militant pour la démocratie, il s'est battu aussi pour la libération, Hassan Haresh, et aujourd'hui il laisse un héritage sans cesse tout au long de sa vie. Pour lui, il fallait une autre Algérie. Il était notamment très proche, membre fondateur du FFS d'ailleurs, comme il le disait, l'ancien FFS. Oui, d'abord je présente mes condoléances les plus sincères et les plus attristées à toute sa famille, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, toute sa famille élargie et tous ses proches. Mouhoub Naït Maouch, que ses amis appellent Silmouhoub, est un homme d'exception. Vraiment, il a fait don de soi, de sa vie, pour que les Algériens vivent libres, pour que les Algériens vivent tout simplement dans un système démocratique. Il a pris le maquis contre l'ordre colonial à l'âge de 16 ans et il s'est battu comme un lion avec évidemment des hommes qui étaient ses encadrants et qu'on verra plus tard, puisque il a rejoint à peine l'indépendance du pays acquise qu'il y a eu le conflit contre le système de la Boumedienne qui était donc dénoncé par Hossein Aït Ahmed et ses amis. Donc, comme vous l'avez dit, Silmouhoub était membre fondateur du Front des Forces Socialistes, qui à l'époque était un véritable parti politique, qui avait un programme, qui avait une vision et qui voulait débarrasser l'Algérie, le peuple algérien, de la dictature qui s'instaurait. Il a insisté pour que l'Algérie soit un pays pluraliste. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu reconnaissance du FFS par Ben Bella et qu'il y a eu des accords qui ont été signés, notamment par le colonel Sadr d'Iles Slimane et Sil Hafer, et Abdel Hafer Yaha, le commandant Sil Hafer, Ben Bella avait reconnu qu'il fallait effectivement un début de pluralisme. Donc le FFS était reconnu, le Parti communiste algérien, parce qu'Aït Ahmed a tenu à ce que, avec le FFS, le Parti communiste soit également accepté, devienne légal. Donc il y avait un début d'ouverture grâce à ces hommes-là, grâce à des hommes comme Silmouhoub. Et malheureusement, le coup d'État de Bouharouba, alias Boumediene, a venu faire échec à ces accords qui auraient pu faire de l'Algérie un autre pays, complètement, un pays démocratique. Et Silmouhoub était en prison, donc il a fini par sortir justement suite à ces accords, et il a rejoint la France, et tout de suite, évidemment, il était investi dans toutes les luttes politiques pour la démocratisation en Algérie, les luttes pour les droits de l'homme, pour les droits culturels, pour le droit des immigrés. Il a tout donné. Avec le peu qu'il avait, il a partagé avec des étudiants algériens qui venaient, qui avaient des difficultés, avec des sans-papiers. Moi, je me souviens très très bien le nombre d'interventions qu'il a fait auprès de la préfecture de Paris pour que des Algériens de toutes les régions puissent avoir leur papier, notamment avec le soutien de Maître Ali Messili. Donc, Silmouhoub a fait partie de tous les mouvements qui ont milité pour la démocratisation du pays. Il était dans le comité de défense des droits culturels en Algérie en 80, dans le collectif contre la répression en 1985,
Il était dans l'association de soutien à la Ligue algérienne des droits de l'homme quand Ali Yahya et ses amis étaient en prison. En 2001, il faisait partie du groupe qui avait accueilli les blessés du Printemps Noir. Et en tout cas, Syed Mouhoub a fait partie de toute organisation qui agissait pour soulager les Algériens, pour instaurer la démocratie dans son pays, sans compter son intervention, évidemment, pendant la période du Covid, pendant le Hirak, pendant les incendies, etc. Syed Mouhoub est un mentor, c'est un exemple pour la jeunesse et pour nous tous. Je pense que l'Algérie officielle même devrait normalement organiser un deuil national lorsque sa dépouille mortelle arrivera. C'est la question effectivement qu'on s'est posée encore dans le cadre de nos éditions, comment le pouvoir algérien va réagir sur une telle disparition. Maître Rahmoun aussi, vous souhaitiez dire quelques mots, hein. Vous êtes aussi touché par la disparition de ce grand militant, mais qui va garder, qui garde, mais qui laisse un héritage, hein. Oui, tout à fait, Delmouhoub Flassia Forbé. Donc déjà, effectivement, nos sincères condoléances pour sa famille, sa grande famille, sa famille politique, ses amis. Personnellement, j'ai connu Delmouhoub, c'était à l'occasion d'un conclave du mouvement citoyen en 2001 qui s'est déroulé à Ililten, son village natal, où il nous a reçus autant que, à l'époque, on était jeunes étudiants. Et dans la délégation, il y avait Kerim Tabou, entre autres, Mourad Kasser, Saïd Aknin, Qadr Zerou, Omar Zarni. J'espère que ma mémoire ne me trahit pas. Il nous a reçus chez lui à Ililten. C'était le jour où j'ai rencontré effectivement Delmouhoub, qui était très impliqué aussi dans cette opération que notre ami Hassan avait si bien souligné, de solidarité avec les victimes du printemps noir de 2001, où il avait assuré le déplacement des blessés en France notamment, mais un peu partout en Europe, une aide financière, des opérations de solidarité. Mais en 2001 aussi, je me souviens qu'il nous avait beaucoup aidé à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, à la Maison des droits de l'homme et de la citoyenneté à Tizi Ouzou, pour l'élaboration du rapport, la préparation du rapport, la documentation sur les faits qui se sont produits pendant cette époque. Et puis il était le trait d'union entre ce qu'on avait établi comme rapport avec les médias étrangers, que ce soit Libération, que ce soit les chaînes d'information étrangères en Tunisie, au Maroc, en France, en Belgique, avec beaucoup de journaux aussi. Et donc c'était quelqu'un qui ne ménageait aucun effort pour aider des structures, des organisations, des associations, même la section et l'école de formation Alim Sidi du FFS, et il avait contribué à son épanouissement. Delmouhoub, arrivant en France, je me souviens que Hassan et Ali Edjoudi me racontaient des anecdotes sur son vécu, comment il aidait aussi, qu'il soutenait des Algériens de tous bords, de toutes tendances politiques, qui devenaient par la force des choses des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais aussi des sans-papiers. Les aider administrativement, les aider socialement, les accompagner dans leur démarche, leur ouvrir des fenêtres et des portes qui vont leur permettre de continuer leurs études, de travailler, et puis de rester aussi militants, avoir ce trait d'union avec le pays et le combat pour la démocratie et l'état de droit en Algérie. Donc il était devenu en France, dans la diaspora, et personne ne pourra lui nier cette qualité, la plaque tournante
de la solidarité et de la continuité du combat, la prolongation du combat par d'autres moyens et dans d'autres environnements et territoires. Aujourd'hui, l'Algérie a perdu un des valeureux hommes qui ont fait une transmission intergénérationnelle entre, quand vous voyez Delmouhouf qui a fréquenté Hassan Harash, qui a fréquenté Alim Sili, et je me remémore un post de Nourdine Younsi qui disait que Delmouhouf avait participé activement avec Alim Sili pour la réunion de Londres en 85, ce qui avait 87, pardon, ce qui avait donné la réunion de Hussein Ahmed et de Bembella. Mais à travers cette réunion, c'était des militants, des camarades, c'est des chevilles ouvrières qui ont réalisé cette opération de réconciliation déjà et d'avenir politique pour l'Algérie. Donc voilà, là où on va classer Delmouhouf. Delmouhouf, c'est une cheville ouvrière qui n'aime pas comme on dit, les feux et les projecteurs. Et toujours été, effectivement, à outrance. C'est une cheville ouvrière qui a beaucoup donné pour l'Algérie et pour le combat démocratique. Mais merci infiniment. On aura le temps, bien évidemment, dans le cadre de nos prochaines éditions, d'y revenir. C'est lié ce soir. La démocratie, état de droit, un pays libre. On va revenir sur plusieurs axes. D'abord, sans rentrer, bien évidemment, dans le procès en lui-même, les éléments, nous les avons pas, mais surtout essayer de comprendre avec nos invités dans un premier temps comment a pu se dérouler un tel process sous silence, pas d'opposition, une assemblée qui ne s'est pas exprimée, les médias totalement absents. On aurait pu imaginer l'effervescence au sein des médias après de tels verdicts pour certains donc qui n'ont pas lieu d'être. Où est l'opposition? Et puis une grande question ce soir, on va y consacrer aussi du temps, la responsabilité du pouvoir algérien, du ministre de la Justice, du président algérien notamment sur cette affaire-là, mais aussi sur ces disparitions, ces Algériens et Algériennes qui perdent de la vie parce que le pouvoir, d'année en année, d'été en été, de catastrophe naturelle en catastrophe naturelle, n'est pas dans la capacité à jouer son rôle, à protéger le peuple algérien. Donc une question qui se pose, comment en Algérie, bien on entend les responsables politiques ne sont jamais intimidés, jamais entendus, jamais face à leurs responsabilités de toutes les disparitions qui ont lieu depuis maintenant plusieurs décennies, et notamment dans cette affaire-là. On y revient dans un instant. Le communiqué des familles en images, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc à l'antenne, vous avez donc ce communiqué. Nous accusons la justice algérienne d'avoir failli à sa mission d'établir la vérité dans l'affaire des incendies meurtriers de l'été 2021, du lynchage effroyable de Jamel Ben Smaïl. Nous accusons les autorités de tous les services concernés de ne pas avoir mené d'enquête sérieuse, un mot important, sur la tragédie donc de ce jeudi 11 août 2021, dans laquelle persistent de grandes zones d'ombre. Je vous en parlais tout à l'heure dans le déroulement des faits lors de l'acte ignoble dont a été victime notamment Jamel Ben Smaïl. Mais vous pouvez aussi penser que ce soir, il s'agit aussi de toutes ces personnes qui ont perdu la vie, de même aucun travail d'investigation sérieux n'a été mené sur les incendies, je vous le disais à l'instant. À ce jour, nous ignorons encore le nombre de victimes, l'importance des dégâts et la réalité de l'existence des rapports d'expertise et de police sur les circonstances de cette catastrophe de l'été 2021. Rappelons la troublante annonce sans enquête préalable de l'origine criminelle des incendies. Voilà, il y a apparemment un petit bug à l'antenne, mais voilà un peu la dynamique de ce communiqué.
Hassan Helech, je reviens à vous maintenant sur la thématique principale. Mon ami et confrère aussi Salim Salkhan dans Fadien qui a consacré tout un numéro. D'abord, plusieurs numéros. D'abord, Hassan Helech, sur la forme de ce procès. On va parler des responsabilités derrière. Un procès qui, pour certains, était donc expédié, d'autres dans des zones d'ombre, pour certains, qui s'est fait vraiment dans un silence total. On n'a eu aucun élément. Comment vous expliquez ceci et comment vous avez vu ce procès se dérouler, si vous en avez quelques éléments? D'abord, je m'incline devant la mémoire des victimes de ces affreux événements, aussi bien l'assassinat de Jamal Ben Ismail que les incendies, et précédemment d'ailleurs du Covid aussi qui a été mal géré. Et malheureusement, je ne suis ni juriste, ni j'étais sur place. Donc ce que je peux dire, c'est des principes évidemment généraux, des principes moraux et politiques. Donc ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a eu une justice expéditive, comme beaucoup de cas. Moi, j'ai assisté aussi à ce qui s'était passé dans le procès des 24 en 1980, de ceux de 1985 avec la Ligue des droits de l'homme, de ceux de 2001. Et à chaque fois, effectivement, la justice s'est précipitée à condamner de façon très lourde, de façon totalement inconsidérée, sur des faits absolument inimaginables, du type d'atteinte à l'autorité de l'État, de tentative de coup d'État, et j'en passe, et des meilleurs dans ce genre-là. Donc des accusations qu'on entend évidemment le plus souvent dans des pays autoritaires, dans des pays où l'opposition, ou les avocats, ou les partis civils n'ont pas beaucoup de droit à la parole et ne peuvent pas contrebalancer la parole publique qui accuse. On entend beaucoup plus les procureurs que les défenseurs. Et malheureusement, donc, cette culture-là d'une justice totalement affaiblie, totalement dépendante, une justice qui a été mise au pas depuis 1962, eh ben, dans ce procès de l'Arbat Yeratham, on assiste malheureusement à la même tendance. C'est-à-dire que il n'y a pas eu, comme ils le disent eux-mêmes, hein, les familles le soulignent, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse. Ce qui veut dire tout simplement que les familles en question qui accusent effectivement qu'il n'y ait pas eu une prise en compte sérieuse de ce drame, demandent au pouvoir public de faire leur travail, de faire leur job. Ils ne sont pas dans le désordre. Ces familles-là ne sont pas dans le désordre. Au contraire, elles appellent à ce que les autorités puissent faire leur travail sereinement, de façon juste, en appliquant le droit, en faisant des enquêtes, en travaillant sur les faits et non pas sur des clichés, sur des présupposés, sur tout simplement des accusations sans preuve, ainsi de suite. La preuve en est, c'est que lorsque vous dites qu'il y a 38 condamnations, mais il faut savoir que en première instance, il y avait 20 de plus. Et parmi les 20 qui ont été acquittés, parmi les 20 qui ont été acquittés, il y avait même des condamnés à mort. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont été jugés sur des dossiers complètement vides ou des dossiers préfabriqués, parce que je ne comprends pas comment un juge peut condamner à de lourdes années de prison et à condamner à mort des jeunes et puis finalement se retrouve relaxé. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement de la justice, et s'il y a eu ce dysfonctionnement pour ces 20 personnes, évidemment, je comprends les familles qui accusent le non-sérieux des enquêtes, le non-sérieux du déroulement du procès, et donc il appartient évidemment au pouvoir public de se ressaisir et de reprendre les choses
complètement à zéro. Je pense que Maître Aïssa Rahmoun aura des choses beaucoup plus précises à dire que moi. Je suis évidemment dans les principes généraux et je crois que notre rôle, c'est de soutenir ces familles et qui ont besoin de réparation, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin que les pouvoirs publics soient à leur côté et leur disent n'ayez pas peur, on ne laissera pas faire, on ne laissera pas vos enfants, vos parents condamnés, brûlés, marginalisés, exclus, violentés, condamnés. Et il doit avoir des signaux, vraiment des signaux significatifs, fermes, allant dans le sens des revendications de ces familles. Je reviens à vous, on a encore le temps. Hassan Helech, justement, il était avec nous, avocat longtemps en Algérie, il connaît le système par cœur. D'abord, information, il faut rappeler que dès le lendemain de ce lundi 9 août 2021, l'ancien ministre de l'Intérieur, aux alentours de 10-11 heures, avait annoncé que c'était criminel, encore une fois sans enquête. Les Algériens demandent des enquêtes. Rapidement, donc, des détenus sont comme ça devant les caméras de télévision. Où est la présomption d'innocence? Et puis, il y a aussi cette main étrangère. Je crois que c'était le MAC, et puis notamment le Maroc, ça en dit long, notamment sur la justice algérienne. Et puis Hassan Helech le rappelait, Maître Rahmoun, vous avez la parole. Aujourd'hui, on a aussi un pouvoir qui est totalement absent et qui ne réagit pas du tout à ces grèves, parce qu'on en parle ce soir de ces grèves, de cette mobilisation. C'est le 3e jeudi, ça continue encore, ils sont plusieurs à se mobiliser. D'abord, un mot sur ce procès. Comment vous voyez, vous avez pu voir le déroulement de ce procès, si tant bien que mal vous en avez pu voir des éléments, Maître Rahmoun? Écoute, Chaban, c'est comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas seulement le dossier de l'arbre qui est géré par la justice algérienne, qui est aux ordres des décisions politiques. Ces décisions politiques sont souvent et habituellement concoctées et imaginées par les services secrets, orientées par les services secrets. Quand on voit par exemple, je vous cite un décret, c'est le décret 97 175 22 qui donne des prérogatives à la police judiciaire de la DCSA d'enquêter sur des affaires même de droit commun. Donc déjà, il y a un transfert de prérogatives qui est assuré, assumé, subi par le parquet général. On est dans une situation kafkaïenne. Pourquoi? Il s'agit d'un procès expéditif. Et souvent, dans les affaires criminelles en Algérie, la justice ne fait pas son travail, ne fait pas ses enquêtes d'une manière sérieuse, d'une manière sereine, pour arriver à la vérité, pour innocenter, lever le doute sur des gens qui sont soi-disant inculpés lors de procès, même d'homicide, de drogue, etc., etc. Le dossier de l'Arba Anatirafin est un dossier très sensible. Imaginez, j'ai assisté au procès des méga-bassines à Niort, en France, où 8 inculpés, militants écologistes, ont été accusés de beaucoup, il y avait de reproches, beaucoup de griefs à leur encontre. Un procès qui a duré des semaines et des semaines. Et c'est des faits délictuels, ce ne sont pas des faits criminels. La justice, elle prend le temps d'écouter les témoins, de visionner des vidéos, d'écouter les parties civiles, de faire des enquêtes sociales, psychologiques et psychiatriques approfondies. On se retrouve aujourd'hui devant une situation en Algérie lors de ce procès. C'est pour ça que je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il s'agit d'une justice expéditive. Le régime, à travers ce procès, c'est désinculpé de tous les droits accusateurs de non-assistance à personne en danger, d'une part.
de semer la haine entre les Algériens. D'ailleurs, on salue l'attitude et la réaction du père Adjemal Ben Smaïl qui a évité à l'Algérie probablement une guerre civile. Mais Maître Rahmoun, justement, vous parlez d'un procès expéditif. Il pourrait être expéditif à la fois, mais pourquoi les médias, le pouvoir algérien n'a pas donné accès à des informations, des éléments? On peut imaginer dans un État à peu près de droit où la justice se tient, où ça pourrait faire la vie des médias, on pourrait s'exprimer, donner des éléments sur 2 années, on aurait pu entendre des centaines d'heures de réactions sur cette affaire-là, alors que 2 ans après, on balance aux Algériens un tel verdict et on n'a aucune information. Je te dis, Chaban, et là c'est quelque chose que je vais dire pour la première fois, j'étais contacté par 5 familles de l'Arba'ana Tiratun, parce qu'au moment des événements, j'étais en exercice en Algérie. Et j'ai reçu les 5 familles pour me constituer dans ce dossier. Il se trouve que 1 mois plus tard, les familles ont jugé utile de ne pas m'engager. Je ne suis pas le seul. C'est le cas de Maître Nabil Ismail, de Maître Bouchachi, de Hebouel, de Saïd Zahi et beaucoup d'autres confrères. 1 mois et demi après, on était déconstitué de ces dossiers. J'ai très bien compris que l'œuvre des services était là. Pour ne pas avoir, bien sûr, je salue le courage et l'abnégation des confrères et des consorts qui ont assisté ces jeunes durant le premier procès et le second procès. J'avais compris qu'il y avait une main qui décidait même sur la constitution des avocats. Premier élément. Deuxième élément, savez-vous que les avocats qui étaient constitués lors de l'instruction, les juges d'instruction ne communiquaient pas les dossiers nécessaires de toute l'affaire aux avocats. Là, c'est une atteinte grave au droit à la défense, que ce soit du côté des inculpés, mais aussi du côté de la défense, où on s'est retrouvé devant une situation, on ne pouvait pas accéder au dossier. D'une part, la gestion médiatique de l'événement de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl al-Biarhamou, ou là des incendies. Souvenez-vous, il y avait un jeune youtubeur, c'est lui qui donnait le là sur ceux qui ont participé, sur le comment, le pourquoi. Il faisait des zooms, il faisait des reportages. Il est où aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Et là, je donne raison à Saïd Saadi au lendemain des événements, dans sa communication, à travers le net, qui avait dit que le régime a utilisé médiatiquement cette affaire de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl pour cacher beaucoup de choses et pour dénigrer toute une région à travers l'Arba'ana Tiratun. Merci, Maître Rahmoun. Je reviens je voudrais ajouter une chose, Chaban, si tu permets. Je vous en prie. Un procès de plus de 50 personnes qui est bâclé en 3 jours, où les policiers qui étaient victimes n'étaient pas présents, où ceux qui ont fait des vidéos, des tournages, des commentaires n'étaient pas présents. C'est ça le bâclage d'un procès. Je vous rappelle d'un fait très important qui s'est déroulé aux États-Unis d'Amérique. Souvenez-vous, la tentative d'assassinat à l'encontre du président des États-Unis, Reagan. C'était une opération menée par un fan de Jodie Foster. Après plusieurs lettres qu'il avait envoyées à Jodie Foster, lui exprimant son admiration, beaucoup plus son amour charnel pour l'actrice. Il avait promis de tuer d'assassiner le président des États-Unis d'Amérique pour lui prouver son amour. Il n'avait pas pris au sérieux ces lettres de menaces plutôt, mais le jour où il est passé à l'acte, 52 expertises psychiatriques ont été établies sur le jeune. Alors que ce procès de Jamal Ben Smaïl, une seule expertise psychiatrique
a été effectué sur les différents... Ça en dit long, effectivement. Je reviens à vous, il nous reste encore un peu de temps. Je reviens à vous dans quelques instants. Hassan Helash, on rappelle aux téléspectateurs que ça a été très long, malheureusement. Un vrai calvaire pour d'abord Jamal Ben Smaïn. Il a été embarqué dans un fourgon de police, puisque à la base, il était soi-disant inculpé d'être dans la cause de ces feux. Ensuite, il a été extirpé devant le commissariat central. Donc, une foule s'est réunie autour de lui. Apparemment, selon donc les services de sécurité, poignardé, traîné au sol, hué, puis après, malheureusement, brûlé dans la place publique. Donc tout ce temps, ça a été très long et aucun policier, aucune force de l'ordre est arrivé pour notamment faire des tirs de sommation vers le ciel, par exemple, comme c'est faire le pouvoir algérien quand il s'agit d'intervenir rapidement. Hassan Helash, le fait que cette affaire, elle a été expéditive, étouffée, c'est qu'aussi le pouvoir algérien peut-être, souhaitait se protéger, n'avait pas, en fait, le dossier vide. Comment vous analysez ce procès expéditif? D'abord, il faut toujours rappeler que c'est une tragédie. Et il faut se poser la question à qui profitent les crimes. Parce que on a vu comment il y a eu des attaques contre la Kabylie, contre les Kabyles. Il y a eu l'histoire de Zéro Kabyle. Et on a vu comment cette région a été visée du fait qu'elle était un peu le moteur pendant la période du Hirak. En plus, quand ça s'était éteint un peu partout, il restait justement des manifestations Kav, Gaït et Tizi Ouzou. Donc on en a voulu à la Kabylie et à travers elle aussi. Vous savez qu'il y a des guerres quand même à l'intérieur du système et donc il y a des ennemis de tous les cadres de la région qui ont sans doute agi, ceux qui ont voulu salir à Ben Ramdan, ceux qui ont voulu, parce que il y en a toujours jusqu'à aujourd'hui qui tiennent rancune par rapport au congrès de la Soumane et qui montrent justement leur adversité par rapport à ce congrès. Donc il y en a qui veulent salir la mémoire d'Aban Ramdan, il y en a aussi qui veulent salir les responsables politiques, militaires, sécuritaires, etc., qui sont aujourd'hui dans les instances du pouvoir. Et donc, comment les salir? Eh bien, en faisant des opérations de ce type, en provoquant des tragédies de ce type dans leur région, pour justement indirectement les faire accuser et monter leur région contre eux. Moi, je pense qu'il faut vraiment se poser cette question à qui profite le crime. Le crime profite aux ennemis de la Kabylie, aux ennemis des cadres de cette région qui sont dans les institutions algériennes. Merci, restez avec nous. Maître Rahmoun, une question qu'on se pose ce soir, vraiment très, très importante. Un pouvoir qui n'est jamais entendu. Alors le but, c'est pas de l'accuser, encore une fois, hein. Enfin, c'est pas de le rendre responsable en tant que tel. Faudrait-il encore des enquêtes précises? D'ailleurs, c'est ce que veut le peuple algérien. C'est vraiment qu'à un moment donné, tout le monde soit entendu, qu'il n'y ait pas de justice à deux vitesses, une justice du téléphone, et que c'est aussi des responsables politiques, des ministres, un président de la République qui doit être entendu. Quand on sait, par exemple, qu'il a mis 5 jours avant de décider de prendre des Canadair, quand on sait que cet été, pas de Canadair, 40 morts, et quand on sait que dans cette affaire de Jamal Ben Smaïn, qui est lié aussi à cette irresponsabilité de ce drame dans le cadre de ces disparus au niveau des feux, comment vous expliquez que le pouvoir algérien n'est jamais intimidé, enfin entendu devant la justice Oui, effectivement, ce n'est pas seulement la responsabilité de chef de l'État, mais les différents responsables liés directement à la sécurité des citoyens algériens. Souvenez-vous, pendant justement cette opération de feu de forêt ou l'assassinat de Jamal Ben Smaïn, il y avait plusieurs blogueurs ou youtubeurs qui ont donné des informations. Entre autres, je le cite, Ben Sedera, mais aussi l'ex-bras droit de Gaïd Salah, qui a fait
des vidéos à partir de la prison, il a donné des informations, etc. Est-ce que ces éléments, ils les ont intégrés dans l'enquête préliminaire, dans l'investigation et dans l'enquête globale qui était menée en amont du procès? Dans des pays de droit où la justice, effectivement, est une justice indépendante, on relâche ces inculpés, on relâche ces détenus, parce que pour le moment, il n'y a aucune preuve de leur inculpation et c'est la présomption d'innocence. Excusez-moi, je reviens juste un peu à ma question. C'est des éléments qu'on a compris. D'abord, il faut savoir rapidement que le MAC et le Maroc, pour l'instant, le pouvoir n'en parle plus. Mais juste vraiment vous entendre en tant que juriste, c'est quoi? C'est le fait qu'on soit dans des États autoritaires, pour certains de dictature, que vraiment les responsables politiques ne soient jamais entendus. C'est important qu'un ministre de l'Intérieur, que ces gens, enfin entre autres, on peut en citer plusieurs, c'est pas le seul, mais soient entendus sur la mauvaise gestion notamment de cet assassinat, des feux, et puis de décennie en décennie, puisque tous les drames, catastrophes naturelles, c'est exactement la même chose. Ils sont intouchables, le pouvoir algérien est intouchable. Qui est censé être une institution de contrôle, de suivi de l'exécutif, mais aussi de tout ce qui se passe en termes de commission d'enquête, qu'elle soit nationale, en termes de prérogatives politiques. On a une justice qui, dans les textes, elle est censée être indépendante. On a une presse, dans les textes, qui est censée être aussi autonome, indépendante, qui a le droit de faire dans l'investigation, dans les enquêtes, etc. Tout ce qui se passe sur ces trois pouvoirs, alors là, l'exécutif, c'est autre chose, Tout ce qui se passe chez ces pouvoirs, il se passe pas dans leur ambiance et dans leur manière de gérer leur carrière, mais plutôt leur mandat. Il se passe sur eux. On n'a aucune commission parlementaire, aucun député n'a demandé une enquête sérieuse. Alors là, les enquêtes, vous savez, en Algérie, quand on veut étouffer une affaire, quand on veut mettre une affaire de côté, on lui crée une commission. Aujourd'hui, l'Algérien, le citoyen algérien ne croit plus à ces histoires de commission d'enquête. On a une justice c'est une justice aux ordres. C'est ça le propre des États dictatoriaux. Aujourd'hui, nous avons une presse qui ne dit point sur des événements, même classés de faits divers. Vous voyez, donc tout est guidé, tout est orienté dans un sens à caporaliser tout le travail militant, toutes les prérogatives, tous les mandats de tout un chacun. Je me rappelle de l'affaire de Lounès Matoub, quand j'étais constitué au profit de la fondation Matoub. On a formulé une demande au parquet général et au président de cour, c'est la procédure, à auditionner, à convoquer pour audition 52 témoins. Les 52 témoins, ce sont des gens, des hommes politiques, des hommes qui étaient dans les corps constitués, qui ont été responsables lors de l'assassinat, mais qui ont eu aussi des déclarations politiques, publiques sur l'assassinat. Aucune demande n'a été satisfaite. C'est pour cela que j'ai l'ultime, et tous les confrères ne peuvent pas dire le contraire, que la justice algérienne est loin d'être indépendante. Ce n'est qu'un outil de répression entre les mains des décideurs politiques. Merci Hassan Hiresh. Je pense peut-être que c'est les éléments que vous rejoignez. Vous l'évoquiez tout à l'heure un peu sur cette justice à deux vitesses, mais aujourd'hui, donc, on en a longuement parlé encore ce soir, mais la mobilisation de l'Arvanet Yeraten, mais pas que, Michelet, plusieurs villes aux alentours, c'est un mouvement, selon vous, qui va durer. Il y a un ras-le-bol. C'est peut-être la prémisse d'un nouveau mouvement qui pourrait se propager à travers le pays, sachant que sur ces mouvements de grève aujourd'hui, d'ailleurs vous qui êtes économiste pour l'instant, le pouvoir algérien ne rencontre pas, ne réagit pas, il n'y a pas de syndicat aujourd'hui qui dit grève, ça engendre aussi des grosses difficultés financières. C'est un mouvement qui peut se propager selon vous? Écoutez, si c'est un mouvement
pacifique qui continue, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est sain qu'une société puisse prendre ce problème en main et réclame l'intervention des pouvoirs publics pour résoudre un certain nombre de questions, notamment quand ces questions sont totalement graves, voire même sont liées à des tragédies comme celles dont on vient de parler. Donc, ce dont ils ont besoin, ces gens-là, ces familles-là, c'est essentiellement du respect, de l'écoute, de la réparation, et donc pour cela il faut une médiation. À partir du moment où les partis politiques, les associations, les syndicats ne jouent plus leur rôle parce qu'on les empêche de jouer leur rôle, donc il appartient au pouvoir public d'éviter justement que ça se propage de façon incontrôlée, et qu'il faille prêter l'oreille et qu'ils aillent vraiment voir les responsables de ces villages, voir les familles des victimes, pour que justement on puisse procéder à une vraie justice, à revoir justement ce procès et procéder à de véritables réparations psychologiques, réparations matérielles, réparations financières, etc. Donc on est véritablement dans une situation tragique dans ce pays-là. Destruction en tout genre, destruction de l'économie, destruction écologique, destruction des familles, destruction des personnes, destruction des institutions. Il va falloir quand même qu'on arrête, qu'on commence à bâtir ce pays-là. On ne peut pas continuer comme ça la chute dans l'abîme. L'Algérie ne mérite pas ça, d'autant plus que nous sommes dans une situation internationale absolument menaçante. Nous avons 6300 kilomètres de frontières qu'il faut surveiller. Nous avons des adversaires au niveau international qui se tapissent au Maroc, au Mali, au Niger, en Libye, en Égypte, un peu partout, et qui ne sont pas tendres avec l'Algérie, et qui peuvent aussi, par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnes, ou même qui se tapissent dans les institutions, provoquer le pire pour créer des problèmes à notre pays. Donc il faut prendre les choses au sérieux. Je pense que aussi bien les services de sécurité que les services de la présidence doivent prendre ça au sérieux. Et je pense que c'est ça qu'une société se mobilise pour justement que des solutions soient apportées à des problèmes, notamment quand c'est des problèmes absolument liés à des tragédies. Merci. Le mot de la fin, je sais que vous pouvez le faire, une petite minute, Maître Rahmoun, avant de vous dire au revoir. Oui, je pense que Hassan avait dit quelque chose de très important, la réparation. Et la meilleure des réparations, c'est de restituer le pouvoir au peuple. C'est d'avoir ce langage de vérité dans les procès. C'est de construire l'Algérie politiquement, économiquement, avec ses dimensions, toutes ces dimensions et toutes ces richesses qu'elle recèle. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, effectivement, l'Algérie est encerclée, je dirais même que c'est un cadavre encerclé. Ce cadavre encerclé qui est représenté par le régime en place actuellement, qui ne veut pas assumer son passé, son présent et l'avenir des Algériens. Merci. Merci infiniment à tous les deux, Maître Aïssa Rahmoun, donc président de la Fédération internationale des droits humains, avocat et puis analyste politique, docteur en sciences économiques, Hassan Helech. Merci d'avoir été avec nous. Et puis écrivain, vraiment, je vous invite à vous procurer son dernier livre sur celui aussi qui a chanté l'amour, l'exil, la révolution, Slimane Azem. Un très bel hommage que vous rendez, Hassan Helech. Jamel Taleb dans quelques instants pour El Umq. Merci à la régie, merci infiniment pour le travail que vous faites. Demain soir, j'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère. Bonne soirée à tous.